Bienvenue ici, l'image de l'Afrique. Comme vous en avez l'habitude, nous vous parlons des questions brûlantes pour le développement de notre continent. Aujourd'hui, nous allons parler des médias. Comme vous le savez, les médias sont importants au centre de la transformation sociale. Mais la question est de savoir si nos médias africains jouent ce rôle, et notamment dans la création de contenus qui sont basés en Afrique, faits par les Africains, pour les Africains et pour le monde. Alors, pour discuter de ce sujet-là, on est avec 3 experts dans le domaine. Nous sommes avec M. Grégoire Ndjaka, qui est le directeur général de l'Union africaine des radiodiffusions, l'UAR. Merci d'être avec nous. Merci madame, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi avec M. Damien Mouzoun, qui est le PDG de Aïna Think Tank, ici au Rwanda. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être là. Et à mon cher collègue Cléophas Baroré, qui est journaliste ici à la RBA. Merci à vous aussi. C'est moi qui vous remercie. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Ndjaka. Les médias, donc on le sait que les médias ont un rôle capital. Dans d'autres pays, on les a appelés le 4e pouvoir. Qu'en est-il ici en Afrique? Merci madame. La question des médias et 4e pouvoir, c'est une question très vaste. Est-ce que les médias en Afrique ont même vocation à être 4e pouvoir? Je ne pense pas, parce que quand on parle de 4e pouvoir, on pense beaucoup plus au contrôle des autres pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En Afrique aujourd'hui, les médias sont, de mon point de vue, un élément important, central, n'est-ce pas, de la création des identités nationales, des particularités, mais aussi de la promotion de la culture de nos continents. Les médias sont là pour aider, n'est-ce pas, le pouvoir, ou pour aider ceux qui nous gouvernent à forger une image de leur pays, à développer le pays, à améliorer les conditions de vie du pays. Cela ne veut pas dire que les médias ne sont pas une force de contestation, c'est pas ce que je veux dire, il faut bien comprendre ce que je veux dire, mais je veux dire que la fonction première est d'aider à développer nos pays, aider à résoudre des problèmes. Voyez-vous, lorsque dans un pays, on a une crise comme la crise d'Ebola, c'est vers les médias qu'on se tourne pour dire aux gens, lavez-vous les mains, faites attention à ceci, ne touchez pas aux dépouilles des personnes mortes et autres pour éviter de vous contaminer vous-même. Donc, les médias sont importants, ils sont même très importants, mais nous ne donnons pas aujourd'hui, et nous n'avons déjà pas, de mon point de vue, intérêt à donner à nos médias cet aspect de 4e pouvoir. 4e pouvoir. Vous avez parlé de comment est-ce que les médias utilisent l'information, la catalysent, la diffusent, la regroupent et finalement permettent à ce que cette information soit accessible au public. Et je pense que pour un think tank qui a vocation d'être une plateforme pour échanger, pour discuter, pour créer du contenu, quel est le rôle ou quelle est la position de nos médias africains sur le continent du moins? Merci beaucoup. Je pense que déjà à l'observation, on se rend compte que nos chaînes de télévision, nos radios, même nos presses écrites, ont tendance à se positionner dans une forme de propagande selon le contexte qu'ils choisissent. Et généralement, ce n'est pas dans l'intérêt du pays et parfois même ça les décrédibilise. Et aujourd'hui, selon le travail que nous faisons comme un think tank, comme vous le disiez tantôt, nous sommes censés suivre quel contenu, quel message pour quel effet par rapport à la population qui doit être consommatrice de ce message qui a été diffusé. Et dans ce cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des déceptions par rapport au contrôle de ce qui est en train d'être diffusé. Parfois, ce n'est pas dans l'intérêt du pays ou du continent. Et généralement, ce n'est que les réalités du terrain qui font quand même, qui nous font réfléchir peut-être sur la possibilité d'avoir peut-être
avec le temps quelque chose qui est vraiment adapté à nos réalités, à nos cultures et à la conjoncture aussi. Vous parlez justement du contenu et Walore, vous êtes au cœur presque de la création de ce contenu. À l'heure actuelle et par rapport peut-être aux périodes précédentes, comment est-ce que nos médias africains créent du contenu finalement? Quel est le processus et est-ce que ce processus est dans l'intérêt de la population ou dans un contenu qui vient aux médias? Je crois qu'on n'a rien à créer. Le contenu est déjà là. Nos populations vaquent à leurs activités, ça c'est du contenu, c'est la source du contenu. Les politiciens, ils sont en action, c'est la source du contenu. Je crois que pour ce qui est de nos programmes, des programmes de nos télévisions, de nos radios, ce sont souvent les moyens d'accéder souvent à des endroits, des contrées un peu lointaines des capitales, puisque la plupart des médias en Afrique sont regroupés dans les capitales, ils donnent des informations en général sur la population des capitales, mais l'information est un peu partout en Afrique. Quand vous regagnez les villageois et les villageoises en train de vaquer à leurs activités, c'est une source d'information. Si nos médias avaient les moyens de couvrir tout le pays, tous les domaines, avec des journalistes équipés matériellement, mais intellectuellement équipés, je pense que l'Afrique regorge de contenu. Alors, vous parlez peut-être des freins au développement du journalisme, et je suis sûre que vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je suis très content d'écouter le précédent intervenant, le collègue. Je partage son avis. Aujourd'hui, il n'est pas question de créer des contenus. Parce que le journaliste, c'est quoi? Ce n'est pas un créateur de contenu. Il y a un contenu quelque part, le journaliste va le collecter, le traite et le met à la disposition des publics. En réalité, il y a des contenus chez nous puisqu'il y a des activités. Mais la question centrale est de savoir si nos médias reflètent exactement les contenus africains, si nos médias sont porteurs de contenus africains. Et je voudrais sur ce plan, madame, vous dire que l'année dernière, l'Union africaine de radiodiffusion a tenu à Dakar, au Sénégal, un forum sur la question des contenus à l'heure de la numérisation. Lorsque vous voyez une chaîne de télévision comme celle-ci, vous avez une seule chaîne. Avec la numérisation, on peut la multiplier. On peut avoir 7-8 chaînes. Et nos chaînes ont déjà des problèmes pour nourrir en termes de contenu une seule chaîne. Maintenant, lorsqu'on a 6, 7, 8 chaînes, la question se multiplie par 7, 8 chaînes. Ça devient plus difficile. Et la voie la plus attrayante, mais aussi la plus glissante, est celle d'aller acheter des contenus à l'extérieur. Et c'est là que se trouve le véritable problème. Pour ceux qui en ont les moyens. Voilà, pour ceux qui en ont les moyens. Ouais. Maintenant, de plus en plus, il y en a qui achètent à l'extérieur, mais il y a même des contenus qui vous sont offerts. Et ces contenus sont porteurs des idéologies qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Exactement. Alors, moi, je vais vous dire une chose. J'ai été, moi, journaliste au service des programmes. J'ai étudié des programmes et autres là. Très peu de chaînes de télévision ou de radio chez nous peuvent se pavaner, peuvent vous dire que nous avons du 100% contenu africain. Quelquefois, il y a des moyens, mais il n'y a pas de personnel bien formé pour le faire. Quelquefois, il y a des moyens, il n'y a pas de l'outil pour le faire. Et le plus facile, c'est d'aller, n'est-ce pas, dans les banques de données de certaines structures pour acquérir des contenus. Mais comme je disais, ces contenus sont hyper dangereux. Mais justement, par rapport au contenu, c'est une oxymore de dire que notre continent regorge de contenus, d'informations, d'activités qui ont cours tous les jours, et on est incapable de saisir ce contenu et peut-être de le... Est-ce que c'est un problème de packaging? Est-ce que c'est un problème de mettre ça en forme pour le public? Oui, madame, je voudrais d'abord vous dire que je ne partage pas votre avis lorsque vous parlez d'incapable. En réalité, c'est des processus évolutifs. On part d'un point pour arriver à un autre. On s'améliore tous les jours. Et lorsque vous regardez nos chaînes de télévision, on dit c'est les chaînes de télévision qui s'améliorent. Peut-être que le rythme n'est pas
celui qu'on souhaite avoir. Du fait que nous soyons dans un monde de vitesse, un monde où les choses se passent avec grand V, mais il y a des efforts qui sont faits. Les équipes qui se rajeunissent, les équipements qui sont mis en place. Lorsque vous regardez dans la plupart des chaînes de télévision, et moi j'ai la chance de parcourir les chaînes de télévision d'Afrique et même à travers le monde, vous allez vous rendre compte qu'on produit de mieux en mieux. Mais en réalité, on ne produit pas encore au niveau escompté. C'est pour cela d'ailleurs qu'au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, nous mettons un point d'honneur à former les journalistes. À former les journalistes. La jeunesse. Oui, les journalistes, quand je dis les journalistes, c'est les technico-artistiques et tout le monde. Pourquoi? Parce que notre culture, notre devenir demain, notre participation à la culture de l'universel demain dépendra de nos offres de programmes. Je vais vous dire quelque chose, madame. Je suis allé dans une chaîne de télévision, donc dans un pays dont je ne vais pas le citer, dont le chef d'État a pris position clairement contre un certain nombre de choses, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'homosexualité et autres. Mais alors, un soir, il était 22 h, j'ouvre à l'hôtel, j'ouvre mon téléviseur et je regarde un film diffusé sur cette même chaîne de télévision. Dans ce film, on montre une dame qui est mariée à un homme. Le jour, elle a fait 3 enfants. Elle est infirmière. Le soir, elle dit, je suis de garde, et elle va avoir des rapports avec une autre femme sur une chaîne de télévision de service public. Alors, il faut être très, très vigilant. Voilà un contenu qui nous vient de l'extérieur et qui est fondamentalement opposé à la politique de ce pays. C'est pour cela que nous, on dit aujourd'hui à l'UAR, il faut former les journalistes et les technico-artistiques, mais ce n'est pas cela. Parce qu'il faut trouver une solution à cette question-là. Mais je pense qu'il y a cette question où on a justement un double standard. On a nos valeurs propres qu'on essaye de promouvoir, mais de l'autre côté, il y a ce contenu qui continue à venir et qu'il est difficile finalement d'arrêter. Mais c'est nous il n'est pas difficile, madame. C'est nous qui l'achetons. Vous ne pouvez pas dire, être dans une chaîne de télévision, vous êtes directeur général et dire qu'on vous a imposé un contenu. Non. Non. Alors, ce qu'il faudrait faire, et nous à l'UAR, nous avons pris cette décision, c'est de créer une banque de contenu, un réseau d'échange de programmes qui permet à une chaîne de télévision comme la télévision rwandaise aujourd'hui de produire une belle émission, de la diffuser, de l'envoyer dans la banque et à un autre pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres, d'aller dans cette banque, acheter cette émission-là pour, n'est-ce pas, meubler son temps d'antenne. Et ça permet à la chaîne de télévision productrice, c'est-à-dire la chaîne de télévision rwandaise, d'avoir un peu de moyens pour produire mieux. Parce que là aussi, il faut dire qu'il y a un véritable problème. La production coûte extrêmement cher, surtout en télévision. Donc, avec ce nouveau réseau que nous allons mettre et que j'espère, nous allons inaugurer ici à Kigali au mois de février, lorsque nous ferons notre Assemblée générale, on va apporter une solution africaine. C'est-à-dire que nous allons essayer de mutualiser nos efforts en tant que chaîne de télévision de service public et même privé, puisqu'on a déjà, n'est-ce pas, et améliorer l'offre des programmes africains sur nos chaînes de télévision. Avant d'en arriver juste à la solution, parce que je pense que la question du numérique, du téléviseur aujourd'hui, c'est une question qui doit être vue dans un contexte de mondialisation, mais aussi un contexte où on a le numérique, Internet, qui produit du contenu avec disons un système de diffusion qui est légèrement différent de la télévision. Et je pense que à ce niveau-là, vous travaillez avec la jeunesse et vous discutez de ces questions-là. Est-ce que aujourd'hui on a, disons, un double système où on a Internet qui produit du contenu de manière, je ne voudrais pas dire sauvage, mais d'une manière où on peut avoir accès à tout type de contenu, et la télévision qui garde ce type de diffusion, disons, presque unique. Oui, je crois que le constat est clair. Aujourd'hui, on a l'impression que ce que nous appelons le journalisme citoyen, si c'est le nom qui s'y donne, est quelque chose qui peut-être est en train de défier
le journalisme de la télévision et de la radio, comme cela se passe dans l'accoutumée. Et quand on travaille avec les jeunes, vous voyez l'information aujourd'hui partout. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur tout ce que vous ne pouvez pas croire et ils envoient l'information en temps réel. Donc, alors, ça me ramène à notre question de départ. Les médias ne prennent pas l'information tout crue pour diffuser. Ils ont toujours une orientation, ils ont toujours un travail à faire sur l'information parce qu'ils attendent un certain effet. Parce qu'on ne peut pas juste jeter de l'information dans la masse pour rien du tout. Si c'est juste collecter l'information et diffuser, tout le monde aurait pu être journaliste. Et c'est ça, cette régulation qui n'existe pas au niveau de ces journaux qui sont sur les réseaux sociaux, qui font juste de la communication et pour la communication. Et quel impact est-ce que... L'impact que cela a, c'est que ça laisse une certaine contradiction par rapport à ce qui se dit. Par exemple, quand je prends une chaîne de télévision comme Al Jazeera, BBC, toutes ces grandes chaînes qui présentent des réalités, et chaque fois que je suis au bureau, des gens m'écrivent pour dire « Damien, on a vu quand même que tu as publié ces photos de Kigali, mais selon ce qu'on a entendu, c'est comme s'il y a ci, il y a ça. » Donc, les gens ont toujours ces aspects de selon ce que toi tu dis par rapport à ce que les médias nous disent, on a tendance à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu nous en dis? Ceux qui veulent écouter, écoutent. Mais la réalité, c'est qu'à la longue, parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont avec leur groupe. Et donc, la télévision est orientée vers le public. Tout le monde peut capter une télévision et regarder. Alors, on ne peut pas s'enfermer non plus pour dire, voilà, on veut positionner nos informations selon ce qu'on veut donner, parce que vous veillez ou pas, les gens vont capter des chaînes internationales et regarder. Donc, il y a ce défi pour cette génération du numérique et même pour la télévision aussi, parce qu'on ne sait pas si à un moment donné, elle sera peut-être beaucoup plus incrédible au point où les gens vont dire « Ah, cette télévision, c'est pour diffuser les images ou les informations de tel individu ou de telle personne, je ne voudrais pas regarder. » Est-ce que vous pensez que... Moi, je crois que ce que monsieur a dit sur la création d'une banque de contenu, quelque chose comme ça, c'est une bonne idée. Mais nous vivons dans un monde où la concurrence est sauvage. Quand vous regardez les grandes chaînes internationales de télévision, quand vous écoutez les radios internationales, ils ont la vitesse de croisière. Je me demande à quoi ça servira cette banque de contenu tant qu'il y aura ce retard. Il faut que l'Afrique puisse, disons, réunir les moyens. Je pense qu'il faudrait réunir les moyens pour avoir nos moyens qui nous permettent de diffuser à grande échelle. En dehors du continent? En dehors du... Non, même si on pouvait... Si on pouvait couvrir le continent, ça nous suffirait. Il faut que nous ayons ces moyens financiers. Deuxièmement, je crois que nous avons également un autre handicap, l'usage des langues. Parfois, dans nos pays, nous utilisons le contenu que nous produisons, c'est dans les langues locales. Par exemple, ici au Rwanda, la plupart de nos radios, la plupart des contenus locaux sont produits en Kinyarwanda. Alors, si je vous envoie au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, un contenu en Kinyarwanda, un film en Kinyarwanda, une musique en Kinyarwanda, est-ce que ça va vraiment attirer votre audience? Je pense que cette question nous ramène à... Est-ce qu'il faut juste produire du contenu ou est-ce qu'il faut d'abord avoir cette culture J'évoque ce problème parce que nous consommons le contenu de France 24 parce que c'est le français. Nous contenons Al Jazeera parce qu'on a appris l'anglais. Alors, comment est-ce qu'on aura une langue panafricaine? Moi, je pense qu'il faut raison garder et rester très optimiste. D'abord, j'ai l'impression que vous m'avez très mal compris dans la question du réseau d'échange de programmes. Il ne s'agit pas de retard. Il n'y a pas de retard là-dedans. C'est-à-dire que vous produisez, aujourd'hui vous diffusez, l'autre diffuse demain. Vous voyez ce que vous regardez sur Al Jazeera. Il y a des émissions qui sont produites il y a 3-4 ans. Il y a toujours un frigo, comme on appelle dans la profession. Donc, il n'y a pas de retard à ce niveau. Il y a question de structurer une réponse à un questionnement précis des médias aujourd'hui. Et puis, quand vous parlez de la vitesse aussi, chers confrères, on ne court pas après qui que ce soit. On doit faire la promotion de nos valeurs. On doit apporter notre contribution à la culture de l'universel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème qui se pose, lorsqu'il y a une chose qui est faite dans un pays, il faut la montrer.
Il faut, n'est-ce pas, nourrir nos antennes. C'est ça le problème. Si nous ne nous trompons pas de combat, nous n'aurons jamais des moyens comme Al Jazeera. Mais je voudrais, avec votre permission, madame, revenir sur Internet, dont a parlé Damien tout à l'heure. Mais Internet est une chance pour les chaînes de télévision africaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons exposer ce que sont nos pays de manière instantanée et à travers le monde entier. Vous comprenez, lorsque vous regardez une chaîne de télévision lorsque vous êtes, moi j'étais aux Bahamas récemment, vous regardez la télévision rwandaise aux Bahamas sur Internet. C'est une chance. Et de plus en plus, nous, à l'Union africaine de radiodiffusion, nous pensons et nous sommes en train de travailler là-dessus. On va organiser un séminaire très bientôt sur l'utilisation des réseaux sociaux pour l'épanouissement de nos médias traditionnels. Il faut aller vers là, mais toujours en ayant à l'esprit que nous avons la promotion du contenu. La pénétration de l'Internet en Afrique, ça cause encore un problème, monsieur, pour la plupart des pays. C'est pour cela, en fait, que j'ai commencé par dire que la plupart nous travaillons, dans la plupart des pays, on travaille pour les gens de la capitale, pour les citadins. Mais il n'est pas question pour nous de poser des questions. Il est question d'apporter des réponses à des préoccupations. Je suis d'accord avec vous que le développement de l'Internet connaît des problèmes du fait de l'électricité, le manque de l'électricité, un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va se croiser les bras. Non. Nous devons aujourd'hui, plus qu'hier, nous ajuster et utiliser les moyens que nous avons. Revenons juste sur la question justement de la culture. Est-ce que dans la production de ces contenus qui sont locaux, est-ce qu'on pense réellement soit à promouvoir notre culture africaine ou à créer des contenus qui sont beaucoup plus attrayants pour le public? Parce qu'après tout, si le public regarde des productions qui viennent d'ailleurs, c'est qu'il y a une demande. Alors, est-ce qu'on va produire par rapport à la demande ou est-ce qu'on va produire par rapport à ce qu'on voudrait promouvoir dans nos télévisions? Madame, c'est nous qui façonnons nos publics. Hein. C'est nous qui façonnons nos publics. Il ne faudrait pas rester dans une sorte je ne veux pas utiliser ce terme, mais une sorte c'est-à-dire de laisser aller, n'est-ce pas, qui fait en sorte que nous nous positionnons comme étant des sous-hommes ou alors des gens qui viennent à genoux devant les autres. Non, et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le monde, il y a très peu de choses qui sont inconnues des autres. Ceux qui ne connaissent pas les autres, c'est ce que nous sommes véritablement. Il a parlé tout à l'heure de langues nationales, de nos langues. Mais je vous dis, mes chers messieurs, qu'on peut s'organiser ici à la télévision rwandaise, faire des bonnes émissions, on les fait en français, en anglais, et même faire une émission pour enseigner la langue nationale aux gens d'autres pays. Quand votre pays est un pays qui rayonne comme le Rwanda, les gens qui viennent au Rwanda ont besoin de connaître la langue aussi pour commercer avec les Rwandais. Mais il faut leur donner l'opportunité d'apprendre ces langues. Il ne faudrait pas que nous y allions avec des complexes. C'est ça le plus important. Revenons juste sur Mais deux questions. Vous parlez, madame, de la culture africaine, de la promotion de la culture africaine. Est-ce qu'il y en a une? La culture du continent, du moins, les cultures. Je pense que c'est le mot qu'il fallait utiliser, puisque au Bénin, ils ont leur culture. Bien sûr. Au Rwanda, nous avons la nôtre. Au Cameroun, au Sénégal. Vous pensez qu'au Rwanda, vous avez une seule culture? Non. Vous pensez que celui qui vit dans la capitale a la même culture que celui qui est... C'est-à-dire c'est une question qui est une question complexe et qu'on vit en Afrique comme on la vit en Occident. Vous voyez, lorsqu'on vous parle, par exemple, de quelqu'un qui est un Corse n'a rien, il va vous dire que je me bats pour préserver la culture corse. Et vous voyez aujourd'hui la catalane, ils vous disent qu'ils se battent pour préserver la culture catalane dans un grand pays qu'on appelle Espagne. Je pense que quand on parle de la culture africaine, c'est surtout la construire par rapport à l'extérieur, entre guillemets. Quand on parle du continent, on a bien sûr des spécificités nationales, mais je pense qu'on a des spécificités continentales et monsieur de l'Union africaine des radiodiffusions ne me contredira pas là-dessus. Madame, je vais vous dire, moi j'ai fait un peu d'anthropologie. La culture, c'est la réponse que nous donnons à notre existence, à l'inné. Vous comprenez? La culture, c'est ce que nous donnons. Si vous êtes né dans une zone où il y a, par exemple, il pleut
il pleut 25 jours sur 35 ou sur 30, Mais est-ce qu'on vous avez une adaptation à cet environnement. Des similarités sur le continent ou pas, par Mais rapport aux autres continents? Mais il faut vendre tout. Il n'y a aucun continent où on trouve une culture qui soit uniforme partout. Vous allez en Chine, l'habitant de Pékin a ses réalités, il bâtit une culture autour de ces réalités. Bien sûr. Alors, qu'est-ce cette qu'il nous culture faudrait est différente. surtout en Afrique pour qu'on puisse finalement promouvoir? C'est ça aussi le problème, je pense. Au niveau de l'Asie, par exemple, au niveau de l'Europe, on a certaines similarités qui font qu'il y a une construction conjointe. Sur le continent africain... N'allons pas vers les similarités, mais allons vers les particularités. C'est-à-dire que si vous êtes un Rwandais qui habite à Kigali, vous devez montrer aux gens au monde entier comment on vit à Kigali. Si vous êtes un Rwandais qui habite dans une ville secondaire, la réalité n'est pas la même. Vous devez montrer au niveau de la ville secondaire comment vous habitez, comment vous participez à la culture de l'universel. C'est cela. C'est-à-dire que la culture est une réponse qu'on donne à un point précis, n'est-ce pas, au problème que l'on rencontre à ce point. Il ne faut jamais généraliser. Parfait. Revenons surtout Parce que au niveau lorsque de vous l'Union généralisez, africaine. vous tombez dans l'idéologie, madame. Revenons sur le continent et revenons à l'Union africaine. Après, disons, que les médias se soient construits, on a eu bien sûr un afflux de contenus qui sont venus de l'extérieur principalement et, comme vous l'avez dit, avec des messages, quelquefois qui peuvent être tendancieux, entre guillemets. Une culture, de ces messages qui sont venus détruire notre vie, là, ce que nous vivions autrefois. Ils défendent leurs intérêts. Alors aujourd'hui, on parle depuis Nkrumah, depuis Nasser, depuis Diop et même depuis Thabo Mbeki, de la Renaissance africaine. La Renaissance africaine, qu'est-ce que les médias, quel est le rôle des médias dans finalement raconter l'histoire des Africains d'une manière qui, et quand je parle des Africains, c'est avec leurs particularités bien sûr, n'en déplaise à M. Njaka, mais comment est-ce qu'on s'assure à ce que ce développement, les agendas de l'Union africaine, etc., ce développement continental, quel est le rôle que les médias sont en train de jouer aujourd'hui et particulièrement, je pense, de votre côté? Quel est le rôle qu'on est en train de jouer? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus séparer les médias audiovisuels et télévision, comme on l'a dit tantôt, de ce qui se passe sur l'Internet. Parce que à travers l'Internet aujourd'hui, vous pouvez suivre la télévision béninoise en étant au Rwanda. Vous pouvez suivre n'importe quelle télé qui est souvent en ligne et tout. Donc, ce qui veut dire que la question, avec le temps, va se régler tout seul. Avant, il fallait avoir une antenne. Quelle antenne vous pouvez placer au Rwanda pour capter une chaîne de télévision qui est au Bénin? Mais déjà avec l'Internet, où vous pouvez accéder en temps réel à ces informations un peu partout, et que, moi je dis la langue française et l'anglais que nos continents utilisent aujourd'hui, c'est un outil. Moi je peux parler 1000 langues, je ne sais pas ce que ça me dérange. Mais quand on rentre dans l'idéalisme en croyant que c'est le jour où l'Afrique aura une langue, qui serait la langue que tous les Africains pourront parler, il y a eu des scandales comme celle du Rwanda ou de Somalie et de certains pays où toute la population parle la même langue. Mais ce ne serait pas pareil au Cameroun ni au Bénin, d'où je viens, où même deux villages voisins ne peuvent même pas se parler. Et donc je pense que cette question de l'Internet est même tel que les gens sont parfois pessimistes là-dessus, moi je suis plus optimiste parce que quand je vais au village et je trouve une vieille, la grande-maman peut-être qui me dit « Damien, je suis en train de te suivre sur Facebook ». Je dis « Toi, tu as Facebook comment ?» Elle a peut-être une téléphone chinoise sur laquelle elle a, je ne sais pas, peut-être qui lui a configuré le Facebook dessus, mais elle arrive à te montrer qu'elle te suit sur Facebook. C'est la grande-maman. Comment elle utilise le téléphone qu'elle a pu acheter peut-être à son frère. Donc on a la création de ces nouveaux types de communication. D'outils, et même quand bien on parle de limitation de l'Internet et tout, les gens sont curieux, ils veulent savoir. Donc ils mettent de l'argent et ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. On ne peut qu'être optimiste par rapport à la culture africaine, parce que les réalités... J'étais allé à Harare, mais j'étais choqué. Moi, j'ai quitté Accra pour aller à Harare. Et pour moi, le Zimbabwe, comme ce que je connais des médias, c'est vraiment du désespoir. Je ne peux rien espérer. Mais quand je suis arrivé à Harare, je me dis, mais de quoi on parle? Je me posais chaque fois la question. Et donc,
regardant la réalité de Harare, en termes de la ville déjà, par rapport à ce que les médias me portaient comme information, qui me faisait même d'ailleurs peur de même prendre le risque de me rendre à Harare, je pense que ce problème va se régler avec le temps à travers l'évolution qu'on veuille ou pas, on va s'accommoder. On pense que c'est en ville seulement les gens juste, restons sur cette question de Harare, parce que je pense que c'est une question qu'on a dans la majorité des capitales africaines. On a justement comment est-ce qu'on raconte nos pays, comment est-ce qu'on promeut nos capitales, notre développement, et la manière dont peut-être cette image peut être, disons, distordue dans les autres médias. Cléophas. Non, je crois que vous avez tout à l'heure posé la question de savoir comment les médias vont accompagner l'Afrique que nous voulons bâtir d'ici 2063. Il faut qu'il y ait d'abord la volonté politique et que cette volonté soit traduite en action, parce qu'on a eu droit de beaux discours depuis 1963 avec Nkrumah, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ça revient, c'est la renaissance, comme vous l'avez déjà dit. Il faudrait qu'on dépasse le cercle, disons, de bons discours. Il faut que ça se traduise en action. Pour certains pays, on voit qu'il y a des avancées. Si aujourd'hui, on est en train de parler de l'espace africain unique, si aujourd'hui, on est en train de parler du passeport panafricain, je crois que c'est le bon chemin. Ce sont de bons signes. Mais cette fois-ci, les médias vont suivre cette volonté politique. Il faudra que chaque pays essaie de voir quels sont les moyens qu'il faut mettre à disposition des journalistes pour pouvoir accompagner ce programme. Parce que les journalistes, comme l'a dit tout à l'heure, messieurs, ne créent pas de contenu. Mais des fois, nous accompagnons de bons objectifs, nous accompagnons ces programmes politiques. Mais la question, est-ce que les journalistes ne peuvent qu'accompagner ou quelquefois, sur certaines questions pas seulement accompagner, cruciales, il faut aussi défier, il faut aussi vérifier si ce qui a été dit, ce qui a été programmé a été fait. Ça, c'est le rôle du journaliste. Je pense que le journaliste doit aussi être formé et réformé. Parce que la plupart des journalistes que nous avons ont fait l'école ancienne, là où on leur disait que ce qui va ne constitue pas une information. Parce que des fois, vous rappelez tous de l'adage que quand un chien mord un homme, ce n'est pas une information. L'information, c'est quand c'est l'inverse qui se produit. Nous avons des journalistes qui ne savent pas voir, par exemple, dans le progrès de leur pays, une information. Qui croient que l'information, c'est le crash d'un avion, l'information, c'est quand... le chaos, c'est... Voilà. Il faut que nous... Pour que les journalistes donc, accompagnent ce développement... Il faut que nous ayons des journalistes responsables, qui savent accompagner aussi le succès. Alors... Justement, à ce niveau-là, vous avez une vision un peu continentale. Est-ce que c'est nécessaire et est-ce qu'on a ces journalistes qui sont capables d'avoir finalement, disons, ces épaules pour accompagner? Oui, je prends bien les déclarations de Cléophas tout à l'heure. Il y a une question de volonté politique parce qu'il faut justement créer un cadre pour l'épanouissement des journalistes. Il faudrait que la critique ne fasse pas de vous un opposant. Parce qu'il y a des pouvoirs où, lorsque vous critiquez, vous devenez un opposant. On n'en a pas besoin. Mais il faut aussi que les journalistes puissent eux-mêmes être convaincus de la nécessité ou si vous voulez, du caractère positif de ce combat, quand on parle de renaissance. Si vous n'êtes pas convaincu, vous serez toujours tiède face à ces questions-là. Et la plupart de nos journalistes, justement, et Cléophas l'a d'ailleurs bien dit, ont été formés à l'école occidentale. La plupart de nos journalistes ont des modèles qui sont des occidentaux. On a l'impression que les politiques dévancent même les journalistes. Aujourd'hui, il faudrait qu'au niveau de la profession, l'on se rende compte qu'on n'a qu'un seul continent. On n'a qu'un seul pays. Madame, quand vous êtes journaliste rwandais, sachez que la seule chose qui compte pour vous sur cette terre, c'est le Rwanda. Et vous devez présenter le Rwanda, défendre le Rwanda, un peu même sortir de ce que vous faites là, du mimétisme tel que les gens veulent nous faire croire, pour
être des défenseurs d'un certain nombre de causes, des causes qui participent au bien-être de nos populations, des positions qui participent, n'est-ce pas, au changement de mentalité à travers le continent. Et c'est tout à fait intéressant qu'on soit au Rwanda pour tenir ce langage. Vous voyez le Rwanda, comment le Rwanda a changé depuis quelque temps, comment il change. Moi, je suis arrivé ici il y a 2 ans. Le Rwanda que j'ai vu il y a 2 ans n'est pas le même aujourd'hui. Ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui ont une certaine manière de faire, une certaine vision du développement, une certaine manière de concevoir le bien-être des populations. Parce que c'est ça, en réalité, la finalité. Exactement. Il faut soutenir ce genre d'action. Mais la question, est-ce que nos journalistes, finalement, sont capables, et surtout le continent, sont capables de reconnaître ces avancées et de finalement prendre les devants? Parce que souvent, on a ce contenu, par exemple, de... Il y a une nouvelle génération. Moi, je n'aime pas beaucoup les généralisations, madame. Il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a sur ce continent des journalistes qui l'ont compris déjà et qui le font. Mais il y a aussi des journalistes qui sont vieux jeux, qui continuent à penser que lorsqu'on dit quelque chose d'un pays, de tel ou tel pays, c'est l'évangile, la parole de Dieu. Ceux-là, il faut vraiment qu'ils prennent soin de revisiter leur amour pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas convaincu vous-même de ce que vous faites, vous n'allez pas participer à la culture de l'universel. Et la culture de l'universel, ce n'est pas seulement montrer ce que les autres ont fait, mais c'est de montrer ce que nous, Africains, nous apportons de nouveau. Ce que on parlait de culture tout à l'heure. Comment est-ce que nous exposons notre culture? Nous faisons leur promotion, la promotion de cette culture et comment nous la vendons. C'est ça le plus important. Est-ce qu'on a une jeunesse ou une nouvelle génération finalement qui joue ce rôle-là? Mais madame, il y a quelques années, je vais vous dire, il y a des sujets qui étaient tabous. Vous avez parlé des renaissances africaines. De plus en plus aujourd'hui, vous entendez parler dans certains pays de la question du CFA. On vous dit on ne veut plus le CFA. Ça veut dire qu'il y a au niveau de l'opinion, n'est-ce pas, un changement, il y a une avancée, il y a une prise de conscience qu'il faudrait développer, soutenir sur plusieurs questions comme cela. Je vais vous dire, nous sommes 4 ici, vous voyez bien que notre ami béninois apporte une tenue traditionnelle. Mais on peut faire la promotion des tenues traditionnelles. Et sur ce plan aussi en Afrique, au niveau de l'Union africaine, nous avons un projet qui concerne les droits de retransmission des événements sportifs, mais généralement les droits. Vous savez que dans un pays comme la France, vous ne pouvez pas vendre les droits de la Coupe de la France, de Coupe de France à qui que ce soit. C'est une propriété de TF1. C'est une propriété de TF1. Vous pouvez dire comme ça, c'est une logique, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y en a qui viennent, des hommes d'affaires, qui viennent vous dire que pour produire une émission au Rwanda, au Congo, au Cameroun et autres là, il faudrait qu'ils viennent de chez eux avec leurs équipements, qu'ils produisent et qu'ils nous la revendent. Est-ce que vous le savez? C'est pourtant vrai. Même l'habillement parfois. Oui, c'est vrai, ça se passe partout là maintenant. On vous dit, oh, vous ne savez pas produire, vous ne savez pas. Mais nous produisons pour nos peuples. Exactement. Madame, si nos peuples acceptent cela, qu'on nous laisse produire pour nos peuples, quitte à ce que nous fassions nous-mêmes le voyage intérieur qui nous permet de nous améliorer. Mais ça, c'est aussi une volonté affichée. Si, de l'autre côté, on a un discours qui dit « non, nous allons faire ça, nous allons faire ci », c'est une réglementation. Est-ce que de notre côté, on a des gens qui se lèvent pour les droits de notre contenu, finalement, parce que c'est notre contenu audiovisuel, et on nous le revend comme si... Est-ce qu'on a des gens qui sont capables, et surtout vous, il a dit, Clopas a parlé tout à l'heure de 2063. Je vais vous dire, lorsque je regarde l'Afrique avancer aujourd'hui, c'est une avancée inexorable. C'est-à-dire que c'est indubitablement que nous allons vers le progrès, vers la prise de conscience. C'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec le nouveau leadership. Parce que regardez le leadership en Afrique, vous vous rendez compte qu'il change. Qu'on a des gens qui de plus en plus disent « Non, moi je n'accepte pas ça. Moi je n'accepte pas ça pour mon pays. » Je crois qu'il y a là une graine qui va germer certainement, ou qui a commencé à germer. Il faudra simplement la soutenir, n'est-ce pas? L'entretenir pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui.
Exactement. Voilà, Vous votre vouliez- question là sur les droits de nos contenus, je voudrais parler de ces droits des journalistes, du droit de protéger le contenu qu'on a produit. Je crois que dans chaque pays, il faut réglementer. Il faut réglementer, il faut éviter le plagiarisme. Il faut que si j'ai produit un film, si j'ai produit un magazine, une émission radio, il faut que j'ai ces droits. Quand vous voulez l'exploiter, il faut venir négocier avec moi. Et je pense que dans chaque pays, on est en train de s'organiser à ce niveau-là. Oui, la propriété intellectuelle. Et Bien nous, le sujet que vous évoquez est un sujet intéressant. Parce que vous savez que c'est le droit à la propriété qui nourrit même la production. Parce que lorsque vous bénéficiez de votre travail, vous avez des moyens qui sont la conséquence de ce que vous avez fait. Vous pouvez produire mieux. Vous Mieux pouvez et produire plus. et plus. Et nous, à l'Union africaine, nous avons commencé un certain nombre de séminaires sur cette question. Nous allons d'ailleurs, je crois, organiser un ici sur les questions de propriété intellectuelle. Parce que c'est important. Il faudrait que les gens aujourd'hui puissent vivre de leur intelligence. Exactement. Et qu'avec cette intelligence, ils puissent produire mieux et bien. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'idées innovatrices qui commencent à germer et qui ont germé depuis longtemps sur le continent. Mais il y a une question sur laquelle on n'a pas suffisamment appuyé, je pense, c'est la question des financements. Nous avons des jeunes qui ont des idées innovantes de programmes, d'émissions, etc., mais qui n'ont pas les capacités de faire développer ces idées et finalement d'en bénéficier. Moi, je me rends compte que de plus en plus, ceux qui ont de bonnes idées, n'est-ce pas, voir leurs idées produites. Il y a même des promotions de ces idées. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire à la jeunesse, à nos jeunes, lorsque vous avez une bonne idée, il faut aller vers les gens qui peuvent la produire et accepter le compromis, parce que c'est toujours une question de chaîne. Si vous avez une idée et vous dites... Le mot de la fin, j'aimerais juste bien. un dernier mot, et puis... Je crois que pour clôturer cette émission, d'ailleurs, quand vous parlez de l'innovation de la jeunesse, je prends quelqu'un de son pays, par exemple, que j'admire beaucoup, Constant Nimali, qui a créé Africa 24. Au début, il est parti d'une idée simple qu'il voulait une chaîne pour concurrencer un peu France 24 qui ne faisait que passer des informations négatives sur l'Afrique. Donc il dit, je ne veux pas publier des choses négatives sur l'Afrique, mais il va mettre la chaîne en France, à côté de l'Africa France 24. Et quand tu lui poses la question, la réponse qu'il donne se traduit à travers la réalité sur le terrain. Il dit, je me fais financer par les chefs d'État africains, par Obiang et tous ces gens qu'il interviewe, mais quand vous voyez le contenu, quand vous voyez parfois les gens comme Babylas Botton aller poser des questions à ces mêmes chefs d'État qui les financent, c'est que ça donne une certaine crédibilité à la télévision. Exactement. Et vous vous dites, voilà, comment est-ce qu'ils arrivent à prendre l'argent de ces gens et arriver à les assommer jusqu'à ce point. Donc et il je faut pense être que cette plus, question de compromis, oser plus. il faut oser, mais au même moment, il fallait que notre génération comprenne que quand l'idée est idéale, vous trouverez le financement, mais il ne faut pas aussi... Peut-être que si cette chaîne restera quelque part dans un des pays africains, elle serait déjà fermée. Mais Merci. le fait qu'elle a compris aller au-delà, je pense que, bon, je leur souhaite bon vent, mais voilà des innovations, par exemple, dans le continent. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement parler de France 24, mais on peut aussi parler d'Africa 24. Exactement. Oui, je pense qu'avec la volonté politique, je pense que nos politiciens savent. Vous avez commencé par cette classification des pouvoirs. S'ils savent que les médias constituent le quatrième pouvoir, je pense qu'ils auront à financer les médias. Il y a des chefs d'État qui savent à quoi servent les médias. Ils exploitent les médias occidentaux, si vous voulez. Je crois que comme ils sont en train de parler à l'Afrique que nous voulons, je pense qu'avec cette bonne volonté, avec cette vision, Nous y arriverons. on y arrivera. Merci beaucoup. Et c'était le mot de la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à Monsieur Njaka d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je voudrais dire qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le pessimiste. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faudrait qu'on continue, que le mouvement se poursuive et certainement, nous allons pouvoir présenter une Afrique beaucoup
plus belle. Exactement. Merci beaucoup. Merci à M. Mouzoun et à M. Balolé et surtout à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.